Le corps est une forge. Le foie contient l'eau, comme une poterie, posée sur le feu. Le cœur est le foyer de la forge. Les poumons sont les soufflets. Le conte, c'est comme un organisme humain qui a été façonné dans la relation entre des êtres qui ont raconté des histoires à des êtres qui les ont écoutées et qui ont décidé d'un commun accord que ces histoires valaient la peine d'aller un peu plus loin. Et donc le conte est allé un petit peu plus loin, à nouveau il a été raconté, puis écouté, puis on lui dit « Oh ben, tu peux aller encore un peu plus loin ». Il est allé comme ça de génération en génération. L'eau de la parole est chauffée par le cœur. Elle se met à bouillir et devient vapeur. Si un conte a été transmis de génération en génération dans un groupe social, c'est qu'il porte en lui toute la philosophie, toute la vision du monde de ce groupe. La vapeur d'eau, propulsée par les poumons, est envoyée vers le larynx et vers la bouche. Je pense que les contes sont des métaphores d'histoires vécues. Et j'ai un présupposé de dire qu'il y a un conte pour chacun d'entre nous, quelque part dans une bibliothèque ou dans une bouche. La vapeur d'eau contient tout le discours, mais la parole n'est pas encore sonore. Traditionnellement, le conte fait partie des genres de la littérature orale. Ça peut être perçu comme un paradoxe, mais on parle d'oralité, puisque c'est un genre oral. On parle aussi de littérature parce que c'est un genre où il y a une écriture particulière. Notre bouche est un métier à tisser. C'est dans la bouche que la parole se forme. La luette est la poulie, la langue est la navette qui va et vient sans arrêt. Les dents sont les peignes pour tendre la chaîne. Les contes sont des choses assez sèches dans leur structure, dans leur transcription. Hein. Et c'est ensuite le conteur qui va lui donner matière, qui va l'incarner, qui va lui donner vie. Il n'y a pas de conte sans conteur. Donc le conteur, même s'il transmettait dans des sociétés traditionnelles un récit traditionnel qu'il avait reçu oralement, il devait y mettre sa touche personnelle, sinon le groupe ne le reconnaissait pas comme étant le conteur. Donc, le conteur, reconnu comme tel par un groupe, a toujours eu un statut d'artiste. Donc une liberté d'adapter la tradition. C'est dans la bouche que la parole se forme. Quand la porte de la bouche s'ouvre, la parole devient sonore et elle jaillit, bande de coton, hélicoïdale, telle la spirale de la création. La parole jaillit. L'évolution du conte des temps immémoriaux jusqu'à notre temps, l'impression que j'ai, c'est que je pense qu'il a très peu bougé jusqu'à aujourd'hui. On pourrait presque prendre l'image des sociétés traditionnelles, aborigènes, découvertes il y a très peu de temps, on va dire début du siècle, où on a encore découvert des peuples qui n'avaient jamais rencontré, ne serait-ce que des Européens. Et j'ai l'impression que le conte a quelque chose de cette nature. Il est très archaïque. Il a évolué extrêmement lentement dans son évolution intérieure, extérieure. Ensuite, il a été collecté pour beaucoup. Il a énormément voyagé, donc il s'est adapté aux différentes parties de la planète. Ça, je crois qu'aujourd'hui, on a une vision assez claire de ça. Mais au fond, je pense qu'il a assez peu bougé dans sa profondeur. Et puis il est comme cet aborigène qui tout à coup un jour, alors qu'il a reçu par des descendants, des générations, la même matière, la même nature, la même nourriture, se retrouve devant un monde brutalement tout à fait différent. Nous autres, nous sommes un peu une nouvelle génération, puisque nous, on est partis du silence de la page. On n'est pas adossés à une tradition. Nous sommes des enfants de la ville, on est adossés qu'au mur de béton. Et nous, on a dû tout réinventer, du silence de la page à une écriture de la bouche nouvelle. On a été absolument amoureux, fascinés par les contes.
Et c'était ça pour nous, être conteur, c'était raconter des contes au début. Et on a donc fait ressurgir cette matière de l'oubli, de la poussière, des livres, et d'un coup, on les a balancés à travers notre expérience devant les publics d'aujourd'hui, avec toutes les questions que ça a posées. Est-ce que c'est pour les enfants? Est-ce que c'est rural? Est-ce que c'est moral? Donc nous, on a brassé cette matière et on l'a mise en public. On l'a mise, voilà. Donc elle a évolué en 20 ans à toute vitesse. Et nous, les conteurs, on essaye d'élargir, Yannick Jolin, des gens comme ça, moi-même, on essaye de jouer sur des vraies scènes, dans des théâtres, dans des lieux divers, pour montrer que la parole peut faire spectacle à part entière, qu'on est des vrais artistes. On n'est pas seulement des conteurs qui vont raconter une belle histoire, mais qu'on s'approprie les choses et qu'on fait spectacle. La rencontre avec la notion de spectacle, donc rentrer dans les langages aujourd'hui du théâtre, c'est-à-dire de mettre le conte et le conteur en miroir avec une forme théâtrale, c'est lui demander beaucoup et lui demander d'avoir une parole reconnaissable, reconnue, particulière, spécifique dans les arts du spectacle. Et là-dessus, évidemment, tout est à inventer. Donc je pense qu'aujourd'hui, les conteurs ne sont pas tous d'accord sur les moyens d'y arriver. Moi, je crois, mais j'ai toujours aimé les scènes, je crois que le théâtre est un lieu de parole. Je pense que c'est aussi la possibilité vraiment d'aller beaucoup plus loin dans sa relation avec les histoires, le public, la question de la parole, le côté contemporain du sujet, du fond et de la forme. Quand je prends une forme de spectacle comme celui dont on parle aujourd'hui, le travail fait sur chaque histoire est tellement intense, il est tellement transformateur. Par exemple, si tu prends une histoire comme Tir na nog, est-ce que cette histoire, telle que je la raconte, va-t-elle être transmise? Va-t-elle faire boule de neige dans les oreilles d'un autre conteur, etc. C'est une vraie question parce que je l'ai énormément personnalisée. Donc elle a perdu un peu de son côté objectif populaire pour tout le monde. Donc qu'est-ce qu'on fait nous en ce moment avec cette matière? C'est une question. Je ne sais pas obligatoirement. Je pense qu'on transforme, qu'il se transforme très vite. Et du coup, il y a un peu un mystère. Alors, je pense qu'il y en a parmi nous qui se disent qu'il ne faut pas trop les toucher pour qu'ils continuent à se transmettre. Moi, j'ai l'impression qu'au contraire, il faut aller au bout de l'expérience. Peut-être que ça va s'arrêter à nouveau, ou peut-être qu'au contraire, ça va pousser d'autres conteurs à retourner aux sources. À vrai dire, je ne sais pas. Je ne peux que faire confiance à ma vie à moi, mon expérience à moi, et être le plus sincère avec ce que j'essaye de faire. 21 ans ce 21 juin. Il est là sur la plage. Autour de lui, ses amis chantent, boivent, dansent, sautent par-dessus les flammes, s'embrassent amoureusement. Mais lui, c'est comme si toute cette joie, tous ces plaisirs, tous ces rires, toutes ces danses éclairaient ce manque, cette absence, cette nostalgie de la perfection. Il marche là sur la plage et il arrive devant l'immense porte de pierre. Il la connaît bien, on l'appelle la porte de Tir na nog. Pour certains, c'est la porte du monde des morts, pour d'autres, le monde des héros, pour d'autres encore, le monde de l'éternelle jeunesse. Pour lui, c'est la porte de Tir na nog, la légende. Je ne dirais pas que le spectacle a un thème. Je pense que j'utiliserai quelque chose de plus complexe, c'est plutôt un symbole. C'est le symbole de la porte, ou le symbole de l'ouverture peut-être. J'ai voulu et je veux raconter des histoires liées à ce symbolique. Or, je ne sais pas si le symbolique se raconte. Il franchit la porte. Devant lui, le soleil s'immobilise à l'horizon. Bientôt, la lune le rejoint. Les deux astres immobiles. Et puis la lune commence son chemin dans le ciel.
Aussitôt, la mer se fend. Deux immenses vagues, gelées, comme suspendues dans le temps, immobiles, laissent apparaître un petit chemin de terre devant lui. Il n'hésite pas une seconde. Il se met à marcher. Il laisse derrière lui l'Irlande, sa jeunesse, son monde. Il est plein de la légende. Il marche, marche encore. Il marche toute la nuit. Quand il arrive de l'autre côté, une île, une terre, une porte, miroir parfait de celle qu'il vient de quitter. Il passe la porte et derrière lui, dans un fracas d'océan, la mer se referme. Ce que j'aimerais, ou en tout cas ce que je rêverais, c'est que la symbolique des portes soit comme un immense parasol qui englobe tout le monde. Le public, moi, les formes artistiques, l'écriture, etc. Sous le monde symbolique des portes, nous allons entendre un conteur qui va raconter une histoire à lui et quelques histoires de portes. Mais ça n'est qu'une petite, un petit itinéraire, un petit chemin d'1h15 dans un monde qui dépasse complètement ce que je vais raconter. Tu es l'esprit, tu es la vie, tu es la joie et le regret. Tu es aussi mon illusion, tire d'un autre nostalgie. Quand j'ai commencé ce projet, tu imagines que j'ai ramassé et récolté une quantité d'histoires, mais incroyable, potentiellement racontables, dans le domaine du symbolique, dans le symbole des portes. Et puis après, il y a eu toute cette aventure assez étonnante qu'on a vécue sur le blog. C'est-à-dire sur le fait de faire circuler des histoires. Et curieusement, je me suis rendu compte que les histoires que je donnais, je ne les raconterais pas. Et ça, c'est la première fois que ça m'arrive. En général, on garde les choses à l'intérieur, puis on se dit, tiens, je vais raconter ça, non, pas ça. Mais jusqu'à la dernière minute, il n'y a que moi qui ai cette possibilité. Là, à chaque fois qu'une histoire est partie dans le blog, j'ai senti qu'elle nourrirait le monde symbolique global, mais que moi, je ne pourrais plus la raconter. Et puis, il y a eu cette aventure surprenante, j'allais dire, dans les soirées à domicile, par exemple, j'ai été amené à re-raconter une histoire à laquelle je n'avais absolument pas pensé, qui venait très loin dans ma mémoire, qui est l'histoire d'Ali. Et quand je l'ai racontée, ça m'a semblé d'être une telle évidence de raconter cette histoire. Peut-être elle était trop évidente intellectuellement, et donc je l'avais mise de côté. Mais dans l'expérience, dès que je l'ai racontée, je me suis dit, mais évidemment qu'il faut que je raconte ça. Sauf qu'à l'origine, elle durait 1 heure. Donc là, il a fallu que j'en fasse une version réduite en 10 minutes. Et donc cette histoire-là, elle est venue dans le rapport avec le public, par exemple, par rapport à l'influence du public. C'est le public qui a amené cette histoire. Et Ali se met au travail, il devient cuisinier. Il va au marché faire les courses, il travaille toute la journée, et le soir, quand il sert à la table de son oncle, il y a toujours 12 vieillards, tous borgnes de l'œil droit. Et avant de manger, les 12 vieux se frappent la poitrine. Et en même temps, ils crient « C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute !» Et ensuite, « Idiot, 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 idiot !» Et là, ils éclatent de rire et ils dînent. Tous les soirs, la même cérémonie. Ali, ça ne le concerne pas, aucune question. Ce que j'ai essayé de vivre avec le projet des portes, désirer absolument intégrer le plus tôt possible une relation avec le public, créer, ce qui a été le cas dans ce projet, sans arrêt des ouvertures, des fenêtres, des portes, avoir des moments de rencontre publique à des étapes très très différentes de la création. Et ça, je n'avais jamais vécu de cette manière-là. Et je peux dire que le public a eu un rôle dans la création des portes très important, et je trouve du coup, ça m'éclaire, ça m'interroge, ça me remet en place dans la particularité de nos fonctions, c'est-à-dire moi en tant qu'artiste qui prend la parole et le public qui vient dans une salle pour donner à quelqu'un la parole. Je pense que ça me montre à quel point il y a une sorte de responsabilité des deux côtés, et je ne sais pas si elle est toujours aussi clairement
perçu, senti. J'ai l'impression que le public, mais c'était ce que j'ai senti quand j'avais 20 ans et que je voulais faire du théâtre, que le public a un peu démissionné de cette importance qu'il ne vient pas simplement pour s'asseoir et apprécier quelque chose, il génère ce qui va être l'acte créateur de ceux qui sont là. J'ai toujours aimé mélanger les langages, on va dire les principaux, c'est-à-dire un travail sur la parole, un travail sur la musique et un travail sur le corps, sur le geste, que j'ai toujours aimé et intégré dans les formes de spectacle. Et donc je sors d'une aventure très forte avec Yves Marc, qui enseigne en même temps à la Maison du Conte, avec qui nous avons partagé un spectacle, et j'avais envie qu'il me fasse travailler. Tu commences tout de suite par une forme pas du tout usuelle, ça peut être là, fermé peut-être, tout de suite là, fermé peut-être, et de là ça réouvre à ce moment-là. Ouais, là. Ouvrir là. Ouais. Et on a évidemment beaucoup travaillé sur la forge. Et ça, après, c'est comme si le travail sur la forge était ensuite irrigué. Ça, j'aime bien faire ça. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements que je sens bien. Tout à coup, une attitude comme ça revient de manière récurrente dans le spectacle, ou une attitude comme celle-ci, ou celle-là, ou une manière de se pencher. Donc tout ce travail qu'on a fait, ensuite rejaillit sur l'ensemble du spectacle et surtout va continuer à apparaître, à rejaillir, jusqu'à donner une sorte de mode gestuel cohérent. Le choix le plus clair est absolument stable depuis le début, c'est le choix du piano. C'est quand même intéressant. Il y a certains choix qui sont déterminés, déterminants, et qui sont là jusqu'au bout. Cette envie, cette idée, cette relation entre le piano et les portes, qui n'a aucune logique, que je ne peux expliquer par aucune autre logique que de dire « je sentais que cette histoire allait parler de moi », et donc de mon monde intérieur. Et dans mon monde intérieur, il y a la musique. J'ai toujours aimé la musique avec des tambours, avec des sanzas, avec plein de choses, jamais avec le piano. Le piano, c'est mon intimité. Je voudrais chercher le moyen de le partager avec les histoires et le public. C'est vraiment la première fois que j'utilise cet instrument que je pensais vraiment ne jamais rencontrer sur ma vie de conteur, alors que j'adorais le rencontrer si je faisais des soirées avec des amis musiciens pour faire du jazz ou de l'improvisation, ou accompagner une chanteuse. Mais le piano, pour moi, en tant que conteur, ça m'était, je ne pensais pas que c'était réalisable. Sauf tout à coup ce désir en disant mais pourquoi pas, on essaye, on tente. Et à mon avis, le choix de Michel Musso était très clair pour moi. C'était évident que c'était lui qui allait composer, parce que j'aimais sa musique, que je l'avais déjà utilisée pour d'autres spectacles, que je le connaissais en tant que compositeur, en tant qu'être. Donc c'était évident que c'était juste que c'était lui. Qu'ensuite, il fallait que je sois capable de jouer sa musique, qu'il fallait qu'il m'aide à travailler. Tout ce qui s'est fait avec Michel Musso est d'une totale cohérence. Ouais, mi bémol, ouais. Voilà. La cohérence est absolument... elle est belle parce qu'elle est complexe. Elle a levé plein de questions. Donc de ce point de vue-là, je trouve que, au contraire, la difficulté que je me suis, à laquelle j'ai ouvert la porte, cette difficulté-là m'a vraiment servi, et c'est une aventure assez étonnante de raconter avec le piano. Et vous, ce matin, quand vous vous êtes réveillé, vous êtes passé du rêve à la réalité, du sommeil au réveil. Et puis vous vous êtes penché tendrement sur celui ou celle qui dormait encore à côté de vous, ou bien vous avez rêvé et soupiré à son absence. Et puis vous avez doucement refermé la porte sur votre intimité, sur votre intimité. La question des
on va dire, de la place des langages, de la spécificité des langages dans la narration. Je ne pourrais pas faire une chose, avoir une théorie là-dessus, mais ce qui me frappe quand même, c'est que au départ, l'impulsion liée aux écritures, donc par exemple au choix des histoires, que ce soit le travail de texte avec Nathael, avec Praline, avec les retours avec Pépito, les choses que j'avais moi, on va dire ça part quand même d'un récit, d'un cadre, d'une structure, d'une histoire, de mots. Et puis, dès le moment où la parole est engagée, si un autre langage rentre, comme le son, comme l'espace, comme un geste, comme la musique, moi, ce qui m'intéresse, ce qui me frappe, c'est que ça génère une incroyable économie de mots. Et au fond, je cherche presque pendant tout le temps de la narration à économiser les mots. Et dès qu'il y a la possibilité qu'un autre langage prenne la place des mots, je favorise cette possibilité. Comme si j'avais cette impression que dans le lien entre ces autres langages et les mots, il y avait quelque chose de plus ouvert, d'un peu plus universel, de moins mental, de plus participatif, de plus étonnant, de plus merveilleux, que de n'être qu'appuyé sur le langage de la langue des mots. Ça peut paraître contradictoire si on sépare, si j'avais l'image à l'envers, si on sépare le mot qui n'est qu'un endroit transmetteur entre moi et toi. Si tu prends que le mot et que tu enlèves les deux phénomènes qui le relient, c'est-à-dire la forge qu'il a fallu mettre en marche pour que le mot devienne un son et, on va dire, un sens, qu'ensuite ça entre en toi, que ça se transforme, que ça redevienne un son, silence, et un sens, tous les phénomènes qui se passent au moment de cette rencontre sont absolument des phénomènes de l'espace, du son, de la musicalité, de l'écoute, du geste, de la relation, pas lié au mot. Donc le mot, pour moi, n'est qu'un des aspects de la relation. Il est amoureux d'elle. Elle est amoureuse d'il. S'il y a trop de mots, j'ai l'impression que ça tue la relation. Et si on prend une analogie très cosmique, il semble quand même évident dans tous les mythes de création qu'avant la parole, il y a le silence, et que la parole ne vient que dans un geste. Donc comment est-ce qu'on pourrait séparer le mot du geste du mot, de son silence, du son et du mouvement? Pour moi, l'acte du conteur, s'il est un acte recréateur à travers la parole, il ne fait que répéter le Big Bang. C'est un Big Bang, et un Big Bang parce que tu l'écoutes, et puis voilà, puis il va recommencer et recommencer. Donc ça ne peut pas être simplement des mots. Un jour, il vient frapper à sa porte. Qui est là? C'est moi. Il n'y a pas de place pour deux ici. Il s'en va. Il quitte la ville. Il traverse la vie. Un jour, il revient. Il frappe à sa porte. Qui est là? C'est toi. Entre. Ce spectacle occupe une place très particulière dans ma carrière. Ce spectacle est déterminant dans ma carrière de conteur soliste, oui. Je pense qu'il est... je pense que c'est la fin d'un cycle. Et donc, il a une place très particulière. Je pense que j'étais au bout de plein de choses que j'avais envie d'essayer. Il
Il est sûrement pour moi le miroir intérieur du spectacle d'Au bout du monde. Si je devais aujourd'hui parler de gémellité, je parlerais pour moi des deux faces. Celui de l'aventurier qui veut toujours partir au bout du monde pour se retrouver perdu quelque part, et celui qui cherche, par le biais de l'intimité, à chercher le bout du monde à l'intérieur. Donc pour moi, ces deux solos sont un peu en miroir. Ça me passionnerait d'ailleurs de voir si éventuellement les gens y seraient sensibles, si je jouais les deux. Et donc quelque part, le monde extérieur, le monde intérieur, autour de ces deux projets, après, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de retrouver des formes collectives, des formes musicales, de retravailler avec des musiciens, avec d'autres langages peut-être. Donc oui, il a une place très particulière, et puis je pense que c'est le moment où, en tout cas, où j'ai fait les choix les plus radicaux en ce qui concerne, par exemple, partager ma vie personnelle et ma vie intime à un public. Voilà. C'était une gageure dès le départ, et je ne vois pas très bien ce que j'ai à dire de plus par rapport à un sujet comme celui-là. Après, je vais repartir ailleurs. Quand vous rentrez chez vous ce soir, prenez garde à l'art.